démarrer ce conseil municipal, il est un peu plus de 19 h. Donc on démarre. Bonjour à tous, merci de votre présence. Je vais commencer par l'annonce des procurations. Donc Madame Audrey Gilles donne procuration à Madame Caroline Ourion, Monsieur Richard Fernandez à Monsieur Laurent Robuffy, Monsieur Chevrel à Gauthier de Ruette, Madame Moinette Tranvaux à Monsieur Grégoire Leblond et Monsieur Yvonique David à Anne-Sophie Rossignol. Et oui, je l'ai dit pour Monsieur Fernandez, mais Monsieur Fernandez devrait nous rejoindre. C'est juste une histoire de Landistar là, qui ne peut pas être raccord avec le début de notre conseil municipal. Yvonique va peut-être venir aussi. D'accord. Voilà, on prendra en cours. Si le monde est arrivé. Ah oui. Il y a des bouchons sur la... D'accord, ok. On va désigner maintenant le secrétaire de séance. Donc à l'absence de Mme Gilles, on va solliciter M. Dorvet, qui accepte, très bien. Et je vous ai mis sur vos tables, enfin on a mis sur vos tables une proposition de vœux ou de motion de soutien aux EHPAD. Il faut que je la retrouve. Voilà, c'est bon. Je vous propose de démarrer par cette motion. Alors déjà, m'excuser de l'envoi très tardif de cette proposition de vœux, voilà, qui c'était vendredi. Mais comme ça renvoyait après à un conseil 19 décembre, ça me paraissait loin, d'autant qu'on est attendu pour apporter notre soutien au mouvement qu'il y a en ce moment concernant ces soutiens aux EHPAD, mais au-delà de ça, aux résidences autonomie, aux services d'aide à domicile. Donc voilà, vous avez ça sur table, je vais vous en faire une petite synthèse. Hein. C'est une dynamique qui est partie d'élus, notamment dans le 29 et le 56, voilà, et notamment de communes qui gèrent directement des établissements EHPAD qui sont en grande difficulté financière. Alors là, on est plutôt en soutien à tout le secteur non lucratif porté et par le secteur associatif, mais surtout par les différentes communes ou collectivités ou CIAS ou CCAS qui gèrent directement des EHPAD. Et donc il y a une cinquantaine de communes qui, à l'initiative du maire de Bru, se sont réunies à Bru le 4 octobre. Donc on y était représenté, hein, merci Madame Moni qui était, et il y avait aussi la directrice de l'EHPAD des chaînes de l'UGCAM. Donc là, c'était pour partager, et c'est l'objet de ce vœu-là, c'est partager le constat qui est alarmant et qui nous sollicite pour les soutenir en adoption. Donc la motion que vous avez pour la prise en charge de la dépendance, le soin et l'accompagnement porté à nos anciens dans notre département. Donc je vous laisse le paragraphe sur la réunion de Bru, mais c'était important de remettre ça dans son contexte dans la motion. Et en s'appuyant sur le résultat d'une enquête nationale et les situations respectives des EHPAD présents, les réserves financières ne sont plus que de quelques mois, voire de 1 à 2 ans dans les meilleurs des cas pour la plupart des communes ou CCAS qui gèrent des EHPAD sur le secteur. Donc les élus réagissent au report continuel d'une loi sur le grand âge qui est sans cesse repoussée depuis des années, aux réponses des autorités de tutelle quand il est demandé aux établissements de ne plus remplacer le personnel malade pour faire des économies, on sait quelles incidences ça a sur les personnes accueillies, aux dépenses instaurées par l'État, Ségur, prime grand âge, revalorisation du point d'indice, qui sont essentielles pour les personnels mais qui ne sont pas compensées intégralement par les dotations, et la charge supportée par les établissements est de plus en plus lourde. C'est aussi une réaction aux charges complémentaires liées aux frais relatifs aux périodes de préparation au reclassement, les allocations de retour à l'emploi, les délais de carence de 10 jours pour les arrêts maladie dès lors que les remplacements sont effectués dès le premier jour, qui
supportés par les établissements et au fait de se faire supporter aux familles des charges non financées qui induisent des coûts de loyer de prise en charge plus importants. Donc les élus ils dénoncent les réponses de l'État via l'Agence régionale de santé sur la demande de mutualisation ou de fusion des établissements. Cette alternative ne répond pas ou pas toujours à la problématique actuelle et ne permet pas de générer des économies. C'est le non-remplacement des personnels malades. Les élus s'offusquent de cette réponse qui met en difficulté résidents et personnels et la qualité de l'accompagnement. C'est l'attribution de crédits, parfois pour compenser ces pertes, mais qui sont non reconductibles et qui ne garantissent pas l'équilibre brut budgétaire ni la pérennité d'un bon fonctionnement des établissements. Donc les élus municipaux, ce qu'on nous propose, c'est de s'associer à l'ensemble des élus mobilisés pour présenter cette motion de soutien aux EHPAD, résidences accueil et résidences services, à l'ensemble des communes du département. Alors nous sommes tous concernés, même les communes n'ayant pas comme nous d'EHPAD en gestion directe, mais on a un EHPAD sur notre territoire et on y tient parce que c'est une vraie réponse de proximité aussi pour nos anciens. Car c'est bien l'accueil de tous nos anciens qui est concerné. Nous nous mobilisons dans un objectif de défense du bien commun dans le sens de l'intérêt général. Nous ne faisons pas les lois, bien souvent nous les faisons appliquer. Nous demandons aujourd'hui à l'État de bien vouloir nous entendre. Nous, élus locaux, sommes fondés à faire des propositions pour la loi grand âge. Voilà le contenu de cette motion de soutien, de vœux, que je vous propose de valider. Voilà, je ne sais pas s'il y a des interventions sur le sujet, si on la valide en l'état. C'est bon? Très bien. Eh bien, écoutez, voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc c'est une motion qui est adoptée à l'unanimité et qu'on va renvoyer à ce collectif d'élus. Merci. On doit approuver le procès verbal du dernier conseil municipal du 25 septembre. Est-ce qu'il y avait des demandes de modification, d'amendement? Non, on l'adopte en l'état? Parce que voilà, il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Il est adopté à majorité. Donc la motion de soutien, je l'ai faite. On va passer deux sujets. Là, je vais passer la parole à Madame Gourin. Alors on doit prendre acte du rapport d'activité de notre pôle petite enfance, là, de la crèche des Frimousses. Et puis, donc on va prendre acte pour ça, et puis il va y avoir une petite présentation. Mais on a aussi l'avis sur le projet de lancement d'une nouvelle délégation de service public là, qui arrive échéance le 31 juillet, de mémoire au 31 juillet. Madame Gourin, je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Donc, ouvert depuis 2012 sur la commune, le multi-accueil Les Frimousses dispose de 42 places. La dernière convention de délégation de service public a été renouvelée du 1er mars 2019 au 31 juillet 2024. Je précise que le groupe qui exploite actuellement la crèche est les Petits Chaperons Rouges. La structure accueille les enfants de 7h à 19h et les enfants sont répartis en 3 unités de vie en fonction de leur âge. Alors, je ne vais pas vous lire l'intégralité du bilan, mais j'ai sélectionné quelques informations qui me paraissaient pertinentes et intéressantes. Donc, le bilan pour l'année 2022 est le suivant. Donc, un nombre d'enfants accueillis en augmentation, 97 enfants accueillis en 2022 contre 68 en 2021. Comme vous le savez, depuis septembre 2019, une place est réservée par une entreprise. En 2022, l'équipe se composait de 17,3 ETP, constituée à 40% de personnel diplômé, c'est-à-dire un encadrement diplômé conforme à la réglementation. L'intégration des familles à la crèche est encouragée et dynamisée. Il y a par exemple des réunions d'information collective, des ateliers enfants-parents, des cafés parents également. Les actions sur les thèmes de la langue et du livre sont poursuivies, en partenariat avec les parents et avec la médiathèque. Et des sorties dans les écoles maternelles sont organisées avec les plus grands pour préparer leur intégration à l'école. Les outils de communication ont été améliorés avec un espace parent sécurisé pour les familles sur les sites internet. Une labellisation écolo-crèche avait été obtenue en novembre 2018 et est actuellement en cours de renouvellement. Le compte de résultat après impôt est de 16 419 €, ce qui fait un résultat net de 2,15%. Et selon la convention financière en vigueur, la commune n'a pas de contribution financière complémentaire à verser. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce rapport d'activité?
qui a déjà été présenté plus en détail, j'imagine, en commission. Hein, ben voilà, ben on prend acte. Merci, je vous laisse poursuivre. Donc l'actuelle délégation de service public pour le multi-accueil Les Frimousses prend fin au 31 juillet 2024. Nous souhaitons poursuivre ce mode de gestion déléguée. Ce qui est proposé, c'est que tous les ans, donc, le délégataire remette au délégant un rapport faisant état de l'activité sur l'année écoulée, ce que je vous ai présenté précédemment, et une situation budgétaire liée au fonctionnement du service délégué. Le délégataire devra répondre au cahier des charges sur l'exploitation et la gestion de l'établissement, ainsi qu'à un ensemble d'obligations inscrites dans le document de consultation. Donc la ville souhaite, pour l'exploitation de cet équipement, continuer de recourir à une gestion déléguée, plus particulièrement l'affermage, à compter du 1er août 2024 pour une durée de 6 ans. Dans ce dispositif, la ville reste propriétaire des installations. La ville assure les travaux de gros entretien. La ville verse une participation financière en compensation des contraintes de service public. Et la ville conserve l'attribution des places. Le fermier assure le fonctionnement du service affermé, gère les relations avec les usagers, couvre les charges de petit entretien, de maintenance et de renouvellement courant, et se rémunère sur l'exploitation du service en percevant la totalité des recettes issues de cette exploitation. Donc principalement les prestations CAF, ainsi que les participations provenant des familles. Il est donc proposé au conseil municipal ce soir de lancer le renouvellement par une procédure de concession de service public pour la gestion et l'exploitation de la crèche des Frimousses, située au 97 avenue André Bonin à Champy. La présente délibération sera suivie d'un appel public à candidature, puis d'une phase de recueil des propositions auprès de candidats qui auront été admis à présenter une offre. Les offres seront examinées par la commission de délégation de service public et le contrat fera ensuite l'objet d'une négociation libre avec une ou plusieurs entreprises admises à négocier. Et au terme de cette procédure, il sera enfin proposé au conseil municipal de se prononcer sur le choix définitif du candidat et le contenu du contrat. Merci. Sur ce projet de renouvellement, enfin de nouvelle délégation de service public, est-ce qu'il y a des questions ou des interventions? Ah bah très bien, bah je vous propose alors il y a déjà eu un avis favorable de la commission consultative des services publics locaux qui a été réunie récemment, et donc là il vous est demandé de retenir le principe d'une délégation de service public pour l'exploitation par voie d'affermage de la crèche des Frimousses pour 6 ans, autoriser le lancement d'une procédure de concession de service public en vue de déléguer la gestion de cette crèche, d'approuver le rapport présentant les prestations que devra assurer le délégataire, autoriser le maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à la sélection du délégataire, notamment l'appel des candidatures, le recueil de ces candidatures, des offres et des examens par la commission de délégation de service public, la sélection des 4 candidats admis à concourir, ainsi que la négociation et le choix du délégataire à soumettre ultérieurement au conseil municipal. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Eh bien, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie, et c'est important parce qu'effectivement, on sait que le choix, tout ce qu'on entend aussi en ce moment sur ce type d'équipement, voilà, nous appelle à la prudence, et donc on va être extrêmement vigilant pendant cette procédure. Je vous remercie. Après, donc là, on doit fixer la rémunération des agents recenseurs. Donc voilà, quelque chose qui revient annuellement. Madame Mourion. En effet, dans notre commune, bonsoir à toutes et à tous, excusez-moi. Dans notre commune, en effet, le recensement se fait tous les ans par lot de logement. Donc le prochain recensement de la population se déroulera du 18 janvier 2024 au 24 février. Donc pour rappel, il est réalisé par sondage auprès d'un échantillon d'environ 8% des logements, soit 200 logements, tirés dans le répertoire d'immeubles localisés. Donc cette règle s'applique donc pour toute commune ayant une population supérieure à 10 000 habitants. Les agents recenseurs sont recrutés et rémunérés par la commune. Et donc pour 2024, 2 agents sont nécessaires pour la période de début janvier à début mars 2024.
Sur les 2 agents recenseurs recrutés les années précédentes, l'un poursuit cette mission et l'autre arrête. Donc il nous faut recruter un nouvel agent et donc à ce titre, une offre d'emploi va donc paraître en vue du recrutement du deuxième agent. Donc je vous laisse prendre connaissance de la rémunération des agents, recenseurs dans 2023 qui se situe dans le 3e tableau de la délibération. Et il est proposé ce soir de fixer la rémunération des agents recenseurs à l'identique du dernier recensement de 2023. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette fixation de rémunération? Sinon, eh ben, je vous propose de valider cette rémunération récapitulée dans le tableau ci-dessus, et donc comme le dernier recensement, et de m'autoriser à prendre toute décision relative à ce dossier. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. Donc là, c'est concernant la mise en place d'une charte informatique. Effectivement, on sait qu'on est comme les particuliers, comme les entreprises, les collectivités sont extrêmement fragiles et jamais à l'abri de cybermalveillance, comme ça a été le cas dans certaines collectivités, notamment en béton. Donc pour ça, alors il faut doter de moyens humains en capacité de nous proposer des bons outils. Il faut du matériel, il faut voilà, du bon matériel et on a fait le nécessaire. Et on souhaite se doter d'une charte informatique qui précise un peu les conditions d'utilisation de nos matériels par les agents. Monsieur Rebuffy. Donc, peut-être en préalable, tout d'abord rappeler que nous avons investi depuis 2020 dans le renouvellement des ordinateurs des agents de la mairie, avec notamment la question du télétravail et puis des visios. Donc on a renouvelé un certain nombre d'ordinateurs, on a également équipé les salles de cours des écoles de vidéoprojecteurs et de valises d'ordinateurs, on en avait parlé l'an dernier. À ces investissements s'ajoutent aussi ceux qui ont été faits pour la modernisation et la sécurisation de nos infrastructures réseau. Ce qu'on appelle infrastructure réseau, ce sont les boîtiers, par exemple, qu'on appelle pare-feu, qui empêchent les intrusions de l'extérieur. On va laisser... Et donc sur cette modernisation d'infrastructures réseau, on a investi 80 000 € sur 2022-2023 et d'ailleurs vous pourrez trouver dans la gestion déléguée le dernier marché public qui a été attribué sur le renouvellement de serveurs que vous avez qui a été déposé sur la table. Donc 80 000 € sur 2022 et 2023 pour sécuriser par rapport aux intrusions éventuelles de l'extérieur. Et maintenant, il ne suffit pas de sécuriser par rapport à l'extérieur. Bien souvent, les attaques cyber, tout ça, interviennent par des logiciels, vous savez bien, des mails sur lesquels on clique et puis on va avoir un petit cheval de Troie qui va se propager sur le réseau. Et donc, on avait décidé, notamment avec l'aide de Monsieur Le Pester, qui est la personne qui gère le réseau et l'informatique et que l'on a recruté à temps complet l'an dernier, qui a fait un gros travail sur l'établissement d'une charte informatique de manière à se mettre d'accord l'ensemble des usagers. Et quand je dis l'ensemble des usagers, ce sont bien entendu les personnels de la mairie, mais ce sont aussi les élus qui ont affaire à se connecter sur l'infrastructure réseau, à se connecter en Wi-Fi, pour certains d'entre vous avec les tablettes ou les ordinateurs. Et donc cette charte concerne tout le monde, on l'a présentée en commission en la détaillant un petit peu plus. Aujourd'hui, juste vous présenter, puis vous l'avez en annexe, elle est projetée au vidéoprojecteur. Comme toute charte, on précise le champ d'application de la charte, les utilisateurs concernés, les règles d'utilisation des matériels et des logiciels mis à disposition par la mairie, les moyens destinés à assurer la sécurité informatique, les droits et devoirs des utilisateurs, donc, et puis les mesures en cas de manquement à cette charte. L'idée étant donc que petit à petit on puisse progresser tous ensemble sur l'utilisation de ces matériels, les bonnes pratiques, et on va aussi organiser des sessions de
une petite formation auprès des agents et des élus pour sensibiliser tout le monde à ces risques, à ces dangers de cyberattaque qui, vous le savez bien, mettent en difficulté les collectivités ou les hôpitaux ou les entreprises, parce qu'il y a aussi des entreprises, on les voit moins sur les journaux, mais qui en sont les victimes et qui bloquent le fonctionnement pendant 3 semaines, 1 mois, où on est obligé de refaire tous les ordinateurs, de tout remettre à zéro sur l'ensemble du réseau. Donc, je ne sais pas s'il y a des remarques par rapport à cette charte. S'il n'y a pas de questions. Eh bien, je vous propose de vous prononcer sur la mise en place de cette charte, qui, bon, là, je ne vais pas rappeler tout ce qu'a dit M. Rebuffi. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions sur cette application? Non, donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je reviens juste en arrière, j'ai oublié la délibération sur le renouvellement du contrat d'assurance des risques statutaires avec le CDG, mais c'est sans doute parce que j'attendais M. Fernandez, qui était familier de ces sujets-là jusqu'à très récemment, mais là je vais laisser la parole à M. Quéron. Bonsoir à tous. Donc il s'agit du renouvellement du contrat d'assurance des risques statutaires. Il est précisé que la commune de Champy a l'opportunité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance des risques statutaires du personnel, garantissant les frais laissés à sa charge en vertu de l'application des textes régissant le statut de ses agents. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine peut également souscrire un tel contrat pour son compte en mutualisant les risques. Il est rappelé que notre collectivité adhère au contrat de groupe en cours, dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2023, et que compte tenu des avantages d'une consultation groupée effectuée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine, il est proposé d'adhérer au contrat de groupe d'assurance des risques statutaires mis en place par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine, SOFACSIS. Au terme de la consultation engagée par le CDG 35 sur le contrat d'assurance statutaire, il est envisagé d'accepter la proposition suivante. Alors, contrat CNRACL, donc c'est la Caisse nationale de retrait des agents des collectivités locales, pour rappel. C'est pour une durée de 4 ans avec prise d'effet au 1er janvier 2024. Les risques garantis, je vous le laisse parcourir. Les conditions, idem. Le nombre d'agents concernés, 92. Il y aura aussi un contraire contexte pour les agents titulaires ou stagiaires non immatriculés à la CNRACL. Ce sont les mêmes conditions que celles citées plus haut pour les agents immatriculés à la CNRACL. Il est précisé que le coût estimatif pour 2024 est de 150 000 €. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions sur cette délibération? Il y a, je crois, une petite augmentation, mais il y a une couverture qui va être plus intéressante pour les agents, si j'ai bien compris. Est-ce que donc vous êtes invité à vous prononcer sur cette proposition de m'autoriser à signer les contrats échéants et tout document se rapportant à ce dossier? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Monsieur Rebuffi, vous allez reprendre la parole sur le montant actualisé de la participation de la ZAC au futur équipement du bocage citadin. Oui, une délibération en date du 5 décembre 2016 avait été acté le principe de participation du budget de ZAC d'Éric Dublon au financement du futur équipement bocage citadin. Cette participation a été évalué en 2014 et il était convenu que le montant de cette participation serait d'environ 40% du budget global de l'équipement. L'ensemble des marchés de travaux, vous le savez, a été attribué aujourd'hui, et ce, non sans mal. Le budget global de l'opération est estimé, études comprises, à 12 244 000 €, duquel on peut déduire 1 250 000 € de subventions. Donc le montant restant à financer s'élève à 10 993 838 €, donc on va dire 11 millions d'euros. Et donc il est proposé de maintenir la participation à hauteur de 40% et donc de calculer les 40% de 11 millions d'euros, qui nous fait 4 397 000 €, et sachant qu'il y a déjà eu des versements
du budget ZAC sur le budget global principal à hauteur de 2 048 000 €. Il reste donc à verser 2 329 535 €. Et on propose de les répartir sur 4 années, en partant, c'était prévu dans le budget, sur 2023, 24, 25 et 26, ce qui fait donc 587 384 € qui seront versés chaque année. Merci. Y a-t-il des interventions sur cet ajustement de la participation? Donc il vous est proposé de verser cette participation sur les 4 années, comme l'a évoqué M. Rebuffy. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est l'unanimité. Je vous remercie. On a une décision modificative, la première sur le budget annexe des Zagdérives du Blôme. M. Rebuffy. Oui, donc c'est une décision modificative qui va un peu rentrer dans le budget voté en février 2023 de la ZAC, la conséquence de la précédente délibération. Donc il s'agit de mettre à jour la participation du budget ZAC sur le budget principal. Et puis, donc ça ce sont, si je vais directement sur le tableau. Et puis on a aussi la réduction des crédits initialement prévus pour les acquisitions foncières, parce qu'on n'en a pas fait et on arrive au mois de novembre. Et puis l'augmentation de la recette globale attendue sur le Maxilo 4, puisque dans le budget on avait inscrit 4 500 000 € et qu'au final la proposition a été à hauteur de 5 100 000 €. Et donc quand on va percevoir d'ici la fin de l'année les 10% qui doivent être versés au moment de la signature du compromis, on propose d'actualiser toutes ces données dans une décision DM numéro 1. Donc on va retrouver l'opération sur l'opération bocage, la mise à jour, l'acquisition de terrain, on a enlevé donc pratiquement 39 000 €. Et puis, donc ça fait un total de dépenses de 60 000 €. Et puis au niveau des recettes, la vente des terrains aménagés du Maxilo 4, qui est donc, on retrouve les 10% des 600 000 € supplémentaires. Donc une DM qui est équilibrée, comme à chaque fois, en recettes et en dépenses. Merci. Intervention. Donc, je vous invite à vous prononcer sur cette décision modificative numéro 1. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Unanimité. Merci. On doit désaffecter, déclasser une bande d'espace vert située aux 2-4 allées des Glières, M. Rebuffy. Oui, donc 2-4 allées des Glières dans le quartier des Landes. Donc la ville est actuellement propriétaire d'une parcelle section H numéro 225, d'une surface de 4368 m², située aux 2 et 4 allées des Glières. Donc, ce sont aujourd'hui des espaces verts qui sont autour des deux petits collectifs qui sont sur l'allée des Glières. Vous avez la rue Jean Moulin qui monte comme ça et l'allée des Glières. Donc ces deux collectifs sont numérotés numéro 2 et numéro 4. Le numéro 2 est du logement social et le numéro 4 du logement en PLI. Et dans le cadre d'une opération de cession de 10 logements sur ce bâtiment-là, locatif intermédiaire et du coup les 10 garages qui sont associés, qui appartiennent aujourd'hui à Néotoa, il est proposé de faire une régularisation foncière. En effet, il y a un certain nombre d'équipements qui sont tout autour du bâtiment ici, qui sont des remontées d'aération sous-sol, des grilles, etc. Et qui donc aujourd'hui se trouvent être sur le domaine public. Et donc pour autoriser la vente notamment sur ce bâtiment-là, mais ça permet de régulariser l'ensemble des deux bâtiments, il est proposé de céder l'espace en rouge là, qui est tout autour de ces deux bâtiments. Bon, ça ne représente pas une surface importante. Et puis considérant qu'il s'agit d'un office HLM, il est proposé de leur céder à titre gratuit, on va y revenir tout à l'heure, mais dans un premier temps, donc, il faut constater la désaffection de l'emprise, donc des barrières ont été mises et ça a été fait, et puis se prononcer sur le déclassement du domaine public de cette emprise-là, je parle bien de l'emprise en rouge tout autour du bâtiment. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions?
Ou est-ce que je passe la prochaine en même temps, comme vous voulez? Ça ne changera rien. Oui, d'accord. En fait, Comme elles sont liées, les deux délibérations oui, sont un peu liées. tout à fait, mais en fait, on va voter pour, donc c'est pas le sujet, c'est pas tellement le vote. C'est plus que, comment j'avais posé une question la première fois, ça avait été présenté en commission, et n'étant pas présent à la dernière commission, je n'ai pas pu reposer ma question. Mais on a répondu. Oui, mais tu n'étais peut-être pas là à ce moment-là. Enfin, bon, bref. Non, la question, en fait, pourquoi j'avais posé la question de savoir pourquoi Rennes Métropole, qui il y a une dizaine d'années n'autorisait pas la vente de logements sociaux, l'autorisait maintenant, c'est pour savoir si ces logements, une fois vendus, continueraient de cocher dans le quota SRU de la commune ou pas. Parce que c'est ça l'intérêt de savoir si c'est vendu en libre ou si c'est vendu en conservant le statut PLI de ces logements. C'est vendu en accession sociale. Donc ça coche en SRU. Oui, alors c'est du logement intermédiaire, hein. C'est pas du logement social au sens où on l'entend, c'est ni du plus ni du PLAI qui est le logement. Là on est sur du loyer proche du loyer marché, alors même si le marché il a plus de sens maintenant, mais dans le locatif, mais on n'est pas sur du locatif qui est géré par notre CCAS par exemple sur les attributions, sur cette partie-là. Hein, on est bien sur du logement intermédiaire. Voilà, c'est pas ça qui répond à nos besoins en logement HLM, et là ça va permettre à des gens d'accéder, parce que l'idée sur ces logements-là, on s'est bien fait préciser la chose, c'est pour les locataires actuels qui souhaitent acquérir leur logement et qui y sont depuis des années, ils vont pouvoir le faire, et les autres seront vendus au fur et à mesure. Enfin, à aucun moment il y a une pression pour qu'à la fin du bail, ils partent pour vendre des logements. Hein, on est vraiment sur un produit qui n'est pas vraiment le logement, qui n'est pas vraiment du logement social. C'est-à-dire que la plupart de nos demandeurs de logement social là, qui sont inscrits, ou des je sais plus 17 000 qui sont inscrits sur Rennes Métropole, ne pourraient pas prétendre à ce type de logement parce qu'on est sur des niveaux de loyer qui ne sont pas ceux du loyer unique. Quoi. Alors c'est les gens qui habitent dedans qui vont acheter ou ça? Oui. C'est à eux que c'est proposé. Ouais. C'est à eux que c'est proposé. Hein, et ceux qui veulent rester locataires, ils restent locataires. Hein, voilà, les occupants, si je peux compléter, les occupants qui sont là depuis plus de 2 ans, qui vont pouvoir éventuellement bénéficier, c'est leur choix. Et s'ils ne souhaitent pas acheter le logement avec des conditions accession sociale, ils peuvent rester dedans et resteront du coup avec l'ancien système. Et puis moi, si je peux rajouter, je ne sais pas quelle est la position de Rennes Métropole par rapport à la vente du logement HLM, mais sur le logement HLM, on en a tellement besoin, le logement HLM, où on met du loyer unique, où il y a du loyer qui est accessible, sauf à ce qu'on... Moi, je suis pas pour un projet de vente de ces logements. On en a trop besoin pour loger les milliers de demandeurs là, qui sont en attente. Là, on est sur un produit spécifique et qui échappe à presque à notre contrôle et à notre proposition. Je l'ai dit tout à l'heure, mais le premier bâtiment va rester un locatif social. Et celui-là, on en a la gestion des attributions, enfin des propositions. Très bien. Donc, on va quand même délibérer sur celle-ci. La désaffection. Donc on est invité à constater la désaffection de cette emprise de 236 m² sur la parcelle. C'est le déclassement du domaine public de cette emprise, décider de l'incorporation de cette emprise au domaine privé de la commune et de m'autoriser à signer tout acte administratif ou notarié à intervenir, ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. Et voilà, donc est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc c'est l'unanimité, je vous remercie. Et donc on passe à corollaire qui est la vente. Voilà, donc la suivante, maintenant qu'on a fait le déclassement de cette parcelle, elle fait partie du domaine privé de la commune et elle peut donc être cédée. Et donc il est proposé de le céder à titre gratuit, vu que c'est un office HLM. Et vu, on ne l'a pas dit, mais l'idée, parce qu'il y a eu derrière une convention avec, au niveau national entre Néotoa et l'État, l'idée c'est de faire entrer des fonds chez l'opérateur Néotoa pour qu'ils puissent réinvestir dans des travaux sur d'autres bâtiments, etc. C'est pas... Voilà. Donc l'ensemble des frais de géomètre, de notaire, les frais de publication seront pris en charge par l'acquéreur. Merci.
Interventions, questions complémentaires? Sinon, je vous invite à accepter la cession de cette emprise à Néotoa à titre gracieux, de confier l'ensemble des actes à l'étude de la visitation, d'accord, enfin au notaire, et que les frais afférents seront entièrement à la charge de Néotoa, de m'autoriser à signer tout acte administratif ou notarié à intervenir, ainsi que le document se rapportant à cette affaire. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Monsieur Matoulin, on doit se positionner par rapport au service d'aide à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Vous allez nous expliquer tout ça. Oui, bonsoir à tous. Donc effectivement, donc le SDE 35 a mis en place un nouveau dispositif d'aide à la rénovation énergétique des bâtiments publics qui s'appelle SIREN. Jusqu'à présent, le SDE se finançait grâce à la perception de la taxe, la TCCFE perçue sur auprès des fournisseurs d'électricité, et c'était essentiellement les communes rurales sur lesquelles était perçue cette taxe. Donc afin de répartir et de modifier son guide des aides, le SDE 35 a décidé de sous-diviser l'actuelle catégorie A, c'est-à-dire urbaine, sur laquelle elle ne percevait pas cette taxe, en deux sous-catégories, A1 et A2, en complément de la catégorie C, commune nouvellement urbaine. Donc la commune de Champy peut choisir de rejoindre les catégories A1, A2 ou C, et ce choix sera effectif à compter du 1er janvier 2024. Donc il est proposé, en ce qui nous concerne, d'adhérer à la catégorie A2, la nouvelle catégorie A2, c'est-à-dire les communes de catégorie A2 sont les communes urbaines qui reversent au SDE 35 10% du montant de la TCCFE. Et à ce titre, elle bénéficie d'un régime de subvention spécifique. Le gestionnaire de réseau Enedis assure la maîtrise d'ouvrage des travaux sur le réseau basse tension, à l'exception des travaux d'effacement assurés par le SDE 35. Et cette catégorie de communes, surtout, a accès au nouveau service, donc CRN 35, d'aide à la rénovation énergétique des bâtiments publics, et bénéficie de subventions pour la rénovation de son patrimoine d'éclairage public. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce positionnement de la commune par rapport au SDE? Monsieur Caillard. Moi, je me satisfais tout à fait de cette décision. Autrement, on va la prendre, si on la prend. Parce que, effectivement, c'est tout à fait justifié si on utilise les services du SDE, donc notamment le service SEREN, de rénovation, mais aussi peut-être celui qui a été mis en place pour favoriser les boucles d'autoconsommation. Mais ce n'est pas que par notre propre intérêt, il y a aussi un esprit de solidarité envers les petites communes que Fabrice a mis en avant. Effectivement, c'était quand même plutôt les petites communes rurales qui finançaient, et alors que nous aussi, on avait, même si on avait moins de bénéfices après, on avait quand même du bénéfice. Donc il y a une certaine logique à redonner une certaine partie de cette collecte de taxes sur la consommation d'électricité. Merci. Et on sait qu'on a besoin de l'expertise du syndicat d'énergie d'Ille-et-Vilaine dans tous nos projets de rénovation énergétique. Donc, vous êtes invité à vous positionner sur la catégorie A2, telle qu'elle a été présentée par M. Matoulin, et de m'autoriser, moi ou mon représentant, à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est l'unanimité. Je vous remercie. On doit dénommer une place Gisèle Annie. Merci. Oui, bonsoir à tous. Monsieur Dorette. Je profite de cette petite délibération pour vous partager quelques statistiques sur les noms des voies de notre commune. On appelle ça l'odonymie. Donc sans compter le nom des lieux-dits, nous avons 207 chemins, promenades, miles, impasses, voies, rues, routes, avenues, squares, places, placettes et esplanades. Nous n'avons aucun boulevard. Et donc sur ces 207 voies, nous avons 4 qui portent des noms d'hommes, 21 qui portent des noms de femmes, 148 des noms de lieux, de plantes ou autres, ce qui nous fait un taux de 32% de femmes contre 68% d'hommes. Et selon la journaliste Lorraine Bastide, en France, la moyenne du nombre de rues qui portent un nom de femme est 4%. Donc Champy est au-dessus de la moyenne, et en nommant une esplanade Gisèle Halimi, une place pardon Gisèle Halimi, donc on se rapproche un petit peu plus de la parité qui est de 50%.
Un petit mot sur Gisèle Halimi, que c'est une femme que j'admire beaucoup. Elle est connue pour ses combats qui donnent lieu à la reconnaissance du viol comme crime, à l'autorisation de l'avortement et même à l'abolition de la peine de mort quand elle était députée. Mais elle aussi, elle s'est fait connaître pour d'autres combats qui semblent aujourd'hui très actuels. C'était une avocate tunisienne, juive, qui avait défendu des militants et militantes anticoloniales tunisiens et algériens avant que l'Algérie et la Tunisie ne deviennent des États libres, indépendants et reconnus. Et pour tous ces symboles et tout ce qu'elle représente, je suis fier, si le conseil municipal validait la proposition, de donner son nom à une place. Alors on vous l'affiche, c'est la place qui se situe au bout du Mail Camille Claudel. Il y a un panier de basket et un parking, et en face il y a le groupe scolaire qui se construit. Et donc c'est cette place qui n'a pas de nom. On était un petit peu embêtés quand on devait désigner ce lieu au moment du marché super, qui est un marché vieux qui a eu lieu l'année dernière à Champy. L'année prochaine, ou la prochaine fois qu'il se produira, on pourra dire que c'est sur la place Gisèle Halimi que se situe ce marché. Voilà. Merci, mais qui prend la suite aussi de l'impasse qui avait déjà été dénommée précédemment en grande proximité. Là, pas de sujet, enfin pas de questions sur ce que vient de dire notre collègue. Donc il vous est proposé d'adopter la dénomination place Gisèle Halimi et de m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. Je vous remercie. Puis merci pour les informations, effectivement, sur le nombre de voies et leur dénomination. Donc Madame Thomas va nous présenter un éco-organisme Alcom avec lequel on envisage de conventionner. Bonsoir. Donc avant de commencer à présenter la délibération, vous allez avoir le support de la présentation d'Alcom qui est diffusée. Et il y a notamment 3 chiffres à retenir. Tout d'abord, c'est que 12% des cigarettes sont jetées sur la voie publique, ce qui représente en fait environ 50% des déchets sauvages en monde. Et par ailleurs, la majorité des fumeurs déplorent qu'il n'y a pas assez de cendriers sur l'espace public. Donc Alcom est en fait un éco-organisme qui a été agréé par l'État par arrêté ministériel du 28 juillet 2021 pour charge de la responsabilité. Donc je reprends, donc Alcom est un éco-organisme agréé par l'État. C'est mieux. Donc Alcom est un éco-organisme agréé par l'État par arrêté ministériel du 28 juillet 2021 pour charge de la responsabilité élargie des producteurs de produits de tabac, des TREP, équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et des produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits de tabac, relevant du paragraphe 19 de l'article L 541-10-1 du Code de l'environnement et de l'obligation de responsabilité élargie. Vous allez pouvoir voir. Ça défile. Non, j'y vais. Donc, je vous laisse prendre connaissance en fait de la composition du conseil d'administration de la société Alcom. Vous allez retrouver en fait la majorité des producteurs de tabac. Alors la mission d'Alcom s'inscrit dans le cadre de la directive européenne sur les plastiques à usage unique et est aussi en lien avec la loi anti-gaspillage AGEC. Donc la mission d'Alcom en fait a pour but de participer à la réduction de présence des déchets issus des produits de tabac, donc mégots, jetés de manière inappropriée dans l'espace public. Donc au niveau des objectifs, c'est réduire réellement donc, la présence des mégots, avec notamment un objectif chiffré de 40% en 6 ans. Et également de contribuer en fait à la prise en charge des coûts de nettoiement qui sont supportés par la commune qui a en charge le ramassage de ce type de déchets. Les moyens qui sont proposés par Alcom sont notamment la distribution de cendriers de rue et de cendriers de poche. J'y reviendrai tout à l'heure plus en détail. Et également participer à l'enlèvement des mégots massifiés à hauteur de 100 kg. Et également le financement en fait, des opérations de nettoiement selon un barème arrêté par le contrat. Donc pour contractualiser avec Alcom et la collectivité, ce contrat prévoit en fait l'état des lieux relatif à l'organisation du nettoiement des voies publiques, l'état des lieux de la prévention de l'abandon de déchets, et tous les ans la collectivité aura à fournir
fournir en fait un bilan communal pour pouvoir bénéficier de la subvention. En contrepartie, Alcock fournira des kits de sensibilisation que la commune pourra utiliser sur le territoire. Donc ici vous découvrez le barème qui est proposé. Donc Champy peut bénéficier d'un soutien financier à hauteur d'1,08 € par habitant. Et donc là vous avez le quota de cendriers de poche par habitant, distribué par habitant. Donc on a un quota de 50 cendriers pour 1000 habitants. Donc là c'est juste un rappel des dispositifs, soit de distribution de cendriers de rue, soit des ténoirs qui seront mis à disposition, qui seront implantés sur la commune. Donc afin de contractualiser, donc il y a différentes étapes, d'où cette délibération ce soir. Aussi, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire AGEC, numéro 2020-105 du 10 février 2020, vu les articles L541-10 et L541-10-1, paragraphe 2 du Code de l'environnement, le Conseil municipal est invité à approuver les termes du contrat qui avait été transmis en annexe et autoriser M. le maire à le signer ainsi que tout document afférent à ce sujet. Merci. Donc ça a été voilà, une présentation plus que succincte. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions complémentaires sur ce dispositif hein, qui, on l'espère, va avoir des effets bénéfiques sur l'état des rues de notre commune, parce qu'on voit bien que voilà, il y a encore beaucoup de déchets sur l'espace public. Enfin, il suffit de se promener. Donc voilà, c'est pas les plus visibles, ceux-ci, mais ils sont importants. Et puis voilà, ils polluent aussi le sol. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions, des interventions sur cette convention? Eh ben, je vous propose d'approuver les termes du contrat qui a été annexé et de m'autoriser à le signer ainsi que tout document afférent à ce sujet. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci. On renouvelle la convention avec Ciné-Jeunes, comme chaque année. Exactement, comme chaque année, donc, nous proposons de renouveler la convention avec l'association GAPC pour le dispositif Ciné-Jeunes. Donc ce dispositif a été lancé à Champy en 2005 et il a pour objectif l'apprentissage de la lecture d'images à l'attention donc des enfants du CE1 au CE2, auquel est proposée une sélection de films recommandés à et essais jeunes publics. L'association GAPC Ciné-Jeunes fournit les supports pédagogiques aux enseignants et elle met à disposition des écoles sur le temps scolaire un animateur qualifié après chaque diffusion. Le financement municipal sollicité par l'association est maintenu à 1 450 €. Merci. Y a-t-il des interventions sur cette convention? Je voulais dire juste un mot là-dessus. À l'heure où beaucoup de jeunes ont du mal à décrypter un peu les images qu'ils voient ou celles qu'ils regardent, je trouve que des mesures, des initiatives comme ça sont à prolonger et à encourager. Tout ce qui va dans le sens de l'analyse de l'image, de prendre du recul par rapport à ce qu'on regarde, est vraiment très important, je dirais même fondamental. Donc voilà, bravo. Merci. Et donc comme on est dans le cinéma, on va en profiter pour rappeler que bientôt il y a une séance en présence de Jean Jouzel. Oui, c'est une des missions aussi de Cantépio, de décrypter les images, de regarder ce qu'il y a derrière. Et donc Jean Jouzel va venir nous rencontrer à Champy, rencontrer les Cantepiens, le 19... La réalisatrice aussi. Et la réalisatrice, oui. Le dimanche 19 novembre à 16 h dans la nouvelle salle donc, de la Halle Ouvry. Eh ben voilà, il faut mettre à vos agendas. Merci. Donc je vous propose d'approuver les termes de la convention Ciné-Jeunes, de valider la participation financière susvisée et de m'autoriser à signer cette convention ainsi que tout document s'y rapportant. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Merci pour l'unanimité. Et là, on a fini l'ordre du jour, enfin avec de délibération, une information qui va vous être présentée par M. Caillard
sur un travail avec le CIREN sur les panneaux solaires plug and play. Merci, monsieur le maire. Oui, donc vous êtes au courant de cette action que nous avons lancée il y a un mois, donc lors d'une réunion le 20 septembre. C'est une action en collaboration avec la CIREN, qui est la coopérative citoyenne de l'énergie du pays de Rennes. Et donc nous avons fait une première réunion d'information à laquelle il y avait un peu plus de 80 personnes intéressées. Et ensuite, nous avons décidé, pour les gens qui veulent continuer dans cette action, pour devenir producteurs d'énergie et donc diminuer en même temps leur facture d'énergie, de proposer de s'inscrire sur le site internet. Ensuite, ils seront directement recontactés par la CIREN, qui leur enverra un bon de commande. Voilà. Donc, la liaison se fait par le site internet de la mairie, villechampy.fr. Et que, ah oui, il y a un problème. Et qu'il y a 2 permanences d'information qui sont prévues le 18 novembre, salle des Marelles, de 9 à 12 h, et le samedi 2 décembre, pareil, mais au kiosque de 9 h à 12 h pour les Cantepiens qui n'étaient pas présents. Il y avait presque 100 personnes qui étaient présentes, enfin 80 qui étaient présentes à la réunion de présentation, et que là, ceci intéresse encore des gens. Il y a Maëla, Thomas et moi, on sera donc, dans la permanence, et les questions auxquelles on ne pourra pas répondre, on va les relayer directement à la CIREN, à Michel Janssen, qui est le salarié de la CIREN. Ça marche quoi, non? Non, tout est en panne, il va être temps que ça se termine alors. C'est un peu. D'accord, bon. Vous allez m'entendre, juste pour terminer. Donc, vous avez sur les tables le bilan de la gestion déléguée. Donc, je ne sais pas si ça suscite des questions ou des interventions. C'est sur table. Juste quand même vous dire que la prochaine séance du conseil municipal, c'est le 18 décembre, 19 h. Donc, à l'issue, je propose que comme chaque année, voilà, il y a un temps un peu plus convivial à l'issue de ce conseil municipal. Et puis, j'en profite aussi pour tous vous inviter, samedi prochain, 11 novembre, donc le 11 h, commémoration au monument aux morts, donc voilà, qui a été distribué aux enfants de nos écoles. Ça doit être dans les commerces, cette invitation. Donc c'est bien sûr en lien avec l'UNC. S'il n'y a pas d'autres demandes de parole, eh ben, je propose de mettre